Philippe Engel, je suis ravi de te revoir. On s'est croisés il y a des années à Bruxelles. À l'époque, je me souviens, j'enquêtais je faisais mon bouquin Les Prédateurs sur Albert Frère. Et on s'était rencontrés dans un café. Et là, j'avais envie de parler avec toi, de converser avec toi à propos de ce livre qui vient de sortir en Belgique, qui s'appelle Le Clan, qui est autour de Reinders. Et la raison pour laquelle j'avais envie de te parler, c'est que dans ce livre, il y a des révélations, il y a toute une histoire qui concerne les liens entre Didier Reinders, qui est donc un commissaire européen, un homme politique belge de premier plan, et Nicolas Sarkozy. Et surtout, il y a une histoire que je trouve assez emblématique de ce qu'est la corruption aujourd'hui, une histoire qui en Belgique, vous avez beaucoup plus suivi en France, qui est l'affaire du Kazakhgate. Donc là, on retombe aussi sur des prédateurs qui sont trois Kazakhs. Donc, enfin, l'un est un Ouzbek et les deux autres sont des Kazakhs. Et alors, ce qui se trame en coulisses entre les relations les uns les autres, la manière dont la France a tiré d'affaire ces gens-là, c'est un polar, enfin, c'est un truc que tu as beaucoup enquêté. D'abord, toi, dis-nous qui tu es. Tu es journaliste, tu travailles dans un journal, tu as quel âge, enfin, et pourquoi tu t'es mis sur cette histoire? J'ai 55 ans, je suis journaliste indépendant depuis 10 ans. Avant ça, j'ai travaillé comme salarié pendant une quinzaine d'années pour un hebdomadaire belge qui était proche de l'Express. C'était le petit frère belge de l'Express, Tu t'appelles Le euh, Vif? ouais, qui s'appelle Le Vif. C'est Le Vif l'Express. Donc là, maintenant, je suis indépendant. J'ai lancé avec des collègues un projet un peu fou, sans doute comme Blast, qui s'appelle Médor, qui a été lancé il y a 5 ans en Belgique, qui est un projet complètement indépendant. C'est un trimestriel, au début papier, puis maintenant web, indépendant de tout pouvoir économique, politique, financier. On a bien décollé par un numéro qui était censuré parce qu'on s'attaquait à un balourd homme d'affaires liégeois, une partie de la Belgique. Et 5 ans après, ben, on vit bien sans trop de grosses possibilités d'enquête, mais on vit bien. Et donc, quand on a l'occasion, on pique. Et là, on a piqué, en l'occurrence, moi j'ai piqué sur une enquête qui concernait à l'époque le vice-premier ministre de Belgique, Didier Reynders, devenu entre-temps commissaire européen, et dont on se demande en Belgique s'il n'a pas été exfiltré du pays pour se donner une protection supplémentaire en étant commissaire européen. Oui, Cet homme avait beaucoup de casseroles derrière lui. oui, parce que quand on lit ce clan, donc le clan, c'est le clan de ce fameux Reinders, qu'en France on connaît parce que au niveau de la Commission européenne, on le voit apparaître. Et il était, quand Sarkozy a fait sa campagne, il était là. Sarkozy lui a remis la Légion d'honneur. Donc il y a des liens on dirait, de fraternité entre ces deux hommes, mais il y a aussi des liens, on va dire des liens financiers. Si on dit des liens de corruption, est-ce qu'on est diffamatoire? Des liens de corruption, je n'irai pas jusque-là, en tous les cas des rapports de force. Et en tous les cas, il y a une admiration sans borne de Didier Reynders envers Nicolas Sarkozy. Ces 2, 3 dernières années, il en fait un peu moins il fait un peu moins référence, mais avant ça, Nicolas Sarkozy était le véritable modèle politique de Didier Reynders. Et Didier Reynders, c'est pas rien en Belgique. 20 années d'occupation du pouvoir sans discontinuité depuis 1999 jusqu'en 2019, ça veut dire 20 ans de présence d'un libéral au pouvoir, ministre des Finances, vice-premier ministre, président du parti libéral francophone, parfois en cumul, et puis ministre des Affaires étrangères en fin de carrière. Donc, il est considéré comme le plus puissant homme politique de ces 30, 40 dernières années, et lui était donc fan de Nicolas Sarkozy. Oui, donc il était à ces meetings, etc. Mais je voudrais on en vienne assez rapidement d'ailleurs à cette affaire du Kazakhgate et de comment Nicolas Sarkozy, quand je parlais de liens de corruption, ceux qui sont des corrupteurs sont les trois oligarques qui se sont réfugiés en Belgique et qui ont été, alors on va dire, protégés ou aidés par Reinders qui a demandé des services à la France. Et je voudrais qu'on entre
vraiment dans le détail de cette histoire-là. Donc, on peut commencer par situer le Kazakhstan. Le Kazakhstan, est indépendant de la Russie depuis 91. Il y a 19-20 millions d'habitants. Il était, comment s'appelait, Nazarbayev était un président omnipotent jusque 2019. Il a été remplacé par Takayev, mais c'était une sorte de, enfin, il a été réélu 58, mais c'était une sorte de dictature quand même, le Kazakhstan. Enfin, une fausse démocratie. Je ne sais pas comment on peut le définir. Chez nous, en Belgique, on ne connaît pas trop le Kazakhstan. On a découvert ce pays avec l'affaire dont tu parles, le Kazakhgate. À l'époque, c'était un pays très lointain dans lequel s'est aventuré une firme, le leader belge de l'énergie s'y est aventuré il y a environ 20-30 ans, non, pardon, 20 ans, en imaginant qu'il était possible de faire un business là-bas, sur la base de l'après-Union Soviétique. URSS. Mm. Donc, il y avait un business à prendre, il y avait une forme de libéralisation du marché, et cette firme Tractebel a voulu investir au Kazakhstan. Ah, Et c'est dans cette affaire-là, c'est là que ça a commencé à faire la tête du Kazakhstan. La firme belge qui a voulu investir au Kazakhstan a dû payer des paquets de commissions et sont intervenus ces trois Kazakhs. Ça, c'est la première phase du Kazakhgate chez nous. Ce Donc, qu'il faut, ce qu'il faut une dire, affaire. Philippe, pour que les gens comprennent, c'est que le Kazakhstan est un pays riche en pétrole, quoi. C'est une dynastie, on va dire, pétrolière, et c'est pour ça elle a attiré Tractebel, donc, qui est une firme belge qui appartenait à Albert Frère, qui est quand même l'homme le plus riche de Belgique, enfin, qui lui aussi est un ami de Nicolas Sarkozy, et il s'est dit, je vais me faire de l'argent avec le pétrole kazakh, et il s'est appuyé sur ces trois oligarques. Alors, je vais donner leur nom parce que je les ai notés, mais il y en a un qui s'appelle Patok Shodiev, c'est lui qui est ouzbek, mais vivant au Kazakhstan. L'autre s'appelle Alijan Ibrahimov, et le troisième s'appelle Alexandre Makelevich. Et donc, l'histoire commence en 2012 par un contrôle de Tracfin qui contrôle un ancien préfet français. Alors, ce qui est formidable dans l'histoire, elle est compliquée, l'histoire, et il faut dire qu'elle va s'accompagner sur Blast d'une série d'articles qu'a écrit Frédéric Laure, et donc cette vidéo va accompagner ces articles. Et donc, la première carte, on va dire, de ce jeu un peu trouble, c'est celle qui fait entrer dans la course un préfet qui s'appelle Jean-François Étienne de Rosé. C'est ça? Oui, Et c'est bien Tracfin ça. découvre un mouvement de fond un peu bizarre, et donc la police française commence à s'intéresser à ce type et d'où vient l'argent. Et la Belgique se rend compte que son entreprise phare, l'entreprise numéro un en énergie, s'est compromise donc dans ce pays lointain, nouvellement indépendant, et avec un paiement de commission très élevé. Dès lors, la justice belge, avec retard sur la justice française, enquête sur ces opérations fumeuses et lointaines, découvre les commissions et ouvre une enquête sur les trois Kazakhs, dont le principal s'appelle Patok Shodiev. Tu as cité les trois. Un des trois est décédé entre-temps, Ibrahimov, il est décédé cette année-ci. Mais le chef de bande, c'est Patok Shodiev, très proche du président du Kazakh de l'époque. Nazarbayev, enfin. C'est ça exactement. Et donc, c'est un mix entre un homme d'affaires et un intermédiaire, un lobbyman, en fait. Alors, Euh, et comment tu fais le lien entre le préfet français, là, Jean-Étienne de Rosé, et Chaudieff et l'argent des Kazakhs? à l'époque, on ne connaît pas trop les connexions françaises. Euh, la presse belge ne s'intéresse très peu aux connexions françaises. On sait par contre que Tractebel est dans de sales draps et que trois hommes d'affaires kazakhs sont poursuivis par notre justice et suspectés de corruption. Ça, c'est la première phase. Et ensuite, Et dans la ces trois oligarques comment dire, ils résident en Belgique. Ils sont plus au Kazakhstan, ils sont en Belgique, ils vivent à Bruxelles. il réside dans un petit bout de France en Belgique, qui est la commune de Waterloo. Il y a deux bouts de France en Belgique, autour de Bruxelles. C'est la ville de Waterloo qui est à environ 10 km du centre de Bruxelles et la commune d'Uccle.
Donc, tout homme d'affaires français ou ancien ministre qui cherche ou célébrité du showbiz qui cherche des conditions fiscales intéressantes et qui n'a pas envie d'habiter seul, vient à Waterloo ou à Uccle. Oui, on en connaît En quelques-uns en l'occurrence, France. Patrick Chaudière, il habite tout près d'un homme politique libéral, proche de Didier Reynders, qui s'appelle Serge Kubla. Ils sont voisins quasi directs. Et ça, c'est le début des connexions politico-financières entre Et les Belges et les Kazakhs. Mais Chodiev, donc, et ses deux amis kazakhs, quels sont leurs liens avec Tractebel ou avec la France? Comment tu peux décrire les ramifications entre ces gens? Ils sont considérés comme des mafieux qui ont simplement tendu la main auprès de Tractebel en obligeant Tractebel à payer des commissions secrètes pour obtenir le marché au Kazakhstan. Donc, ce sont des intermédiaires véreux, des gens qui touchent des commissions, qui sont pincés et qui sont poursuivis par la justice belge. On y reviendra tout à l'heure, c'est très important parce que avant ça, on ne connaît pas ces hommes-là. Et ensuite, on se demandera pourquoi des hommes politiques en Belgique interviennent pour sauver d'ennuis judiciaires ces trois hommes kazakhs qui sont clairement des mafieux. Donc, c'est la pègre, c'est-à-dire que Tractebel souhaite investir massivement, prend des risques, et à chaque fois, on lui demande, et ce sont ces trois hommes d'affaires-là qui sont au centre de ça, chaque fois, on demande à Tractebel de payer de plus en plus de bakshish sous la table pour consolider son business. D'ailleurs, au bout du compte, ce sera une catastrophe pour Tractebel. Son patron de l'époque, qui deviendra ensuite sénateur libéral pour essayer d'avoir une porte de sortie, va devoir avouer que cette affaire financière, ce pari au Kazakhstan, pardon, est une catastrophe. Donc, c'est la Ils ont vérité. dépensé combien le bilan financier de l'opération, tu sais à peu près? Je ne l'ai plus en tête, malheureusement. D'accord. Mais ça se chiffre en dizaines de millions d'euros, centaines? Les pots de vin de l'époque, oui, c'est dans ces alentours-là. Il se fait que on n'a jamais su, on ne connaîtra jamais la vérité sur cette affaire. Je Et te ça, c'est la signale que c'est deuxième. dans ton livre quand même. Dans ton Ouais, livre, il y a les chiffres, il faudrait qu'on les retrouve, mais bon. Mais d'accord. c'est-à-dire que les Belges, on est en quelle année quand ça commence? On est dans les années. Quand Tractebel commence à chercher à s'implanter au Kazakhstan? Je ne sais plus exactement les dates en tête. C'est peut-être 2000. J'ai peur de dire des bêtises, donc effectivement, je n'ai pas le livre devant moi, donc je te proposerai de l'ouvrir. D'accord. Mais c'est pas la partie. On peut s'apesantir là-dessus, mais il me semble que ce n'est pas la partie la plus importante et la Non, non, plus. non, mais c'était pour situer dans le temps, parce que Tracfin et la France commencent à s'intéresser à cette histoire en 2012. Donc, il y a eu des pots de vin qui ont été versés avant, et on voit bien le principe, c'est-à-dire que euh, les Tractebel qui veut s'implanter là-bas, ben, ils sont obligés de payer des pots de vin, de plus en plus de pots de vin, on les fait retarder, etc. Et, et comment dire, et après, comment et pourquoi la Belgique, les juges belges commencent à s'intéresser à Chaudief et à ses deux copains, et donc ils se rendent compte que Tractebel est pris dans un piège, qu'il y a de la corruption, et là, les oligarques sont résidents en Belgique et ils trouvent toujours des parades pour ne pas aller en prison, pour échapper aux mises en examen, etc. Comment ça se passe? Et là, véritablement, on découvre leur existence. Donc là, on est dans les années environ 2008, 2009, 2010, 2011. Là, on se rend compte que la France souhaite développer, elle aussi, un business au Kazakhstan. Là, c'est cette fois-ci pour du matériel militaire. Nicolas Sarkozy a la possibilité de vendre des équipements militaires ou en tout cas de faire vendre à une firme qui s'appellera ensuite Airbus, que tu connais bien mieux que moi. Donc, il y a le contrat du siècle pour cette firme-là est en cours de négociation. Et le président du Kazakhstan dit à Sarkozy, et ça, plusieurs médias français avant la Belgique l'ont pointé, Nazarbayev dit à Sarkozy, eh bien, nous, on vous achètera du matériel militaire, à vous, j'imagine, plutôt que des concurrents européens ou américains, à une condition, c'est que vous libériez, vous interveniez en Belgique, votre petit pays voisin, pour stopper les ennuis judiciaires d'un trio kazakh, comme on l'appelle chez nous, incarné par Patok Chodiev. Donc, c'est là que la Belgique se rend compte qu'elle
elle peut aider Sarkozy. Renders se rend compte qu'il peut aider Sarkozy et tout simplement en empêchant la justice belge d'aller jusqu'au bout de sa démarche, à savoir traîner les Kazakhs devant un tribunal. Et là, on arrivera dans une affaire qui est complètement inédite en Belgique, où un voisin puissant, la France, intervient et la Belgique, pour se soumettre en fait au diktat de Sarkozy et Nazarbayev, accepte de changer une loi au cœur du printemps 2011, en pleine période d'intérêt du pouvoir chez nous. Donc il y a une grosse crise politique à l'époque et la Belgique change la loi, une loi de transaction pénale, on l'expliquera après, pour Non, faire mais tu peux plaisir à l'expliquer Sarkozy. là, vas-y, explique. Parce que, Bon. Donc en gros, il y a des projets qui sont en cours en Belgique à ce moment-là, 2010-2011, mais qui sont dans les cartons, qui ne sont pas utilisés. Exemple, le Parti socialiste veut lever le secret bancaire et les libéraux qui sont au pouvoir avec les socialistes disent pas question. Pour des libéraux, pour la droite, c'est impossible d'avancer sur la levée du secret bancaire en solo. Et donc, donnant à la Belge, les libéraux disent OK, mais alors dans ce cas-là, il faut qu'on revoie la loi sur la transaction pénale. Et la loi sur la transaction pénale en Belgique, telle qu'elle a été revue, en fait, permet à n'importe quel fraudeur, à n'importe quel puissant, d'obtenir la fin d'une procédure judiciaire avant le procès. Donc là, concrètement, dans le cas des Kazakhs, le fait que la loi de transaction pénale soit modifiée leur permet d'éviter un procès, alors que la procédure sur les fameuses commissions payées par Tractebel au Kazakhstan était en cours et la Belgique accepte en fait d'exonérer tout simplement des mafieux kazakhs à la demande de la France. à la demande de la France. Ça, c'est D'accord. clair. On est en quelle année là? Le moment de la transaction, c'est 2011. Et le début des opérations, ça doit être 2009-2010. Ça s'est fait relativement vite. D'accord. Quand Sarkozy, il est quoi à ce moment-là? Il est président? Sarkozy, à l'époque, il est président, oui, tout à fait. D'accord. Euh, et, euh, et donc, la France va faire son business avec le Kazakhstan ou pas, grâce à ça? Oui, tout à fait. Le contrat va être signé au Salon du Bourget de mémoire en juin ou juillet 2011, juste après juste après la modification en toute urgence en Belgique de la loi sur la transaction pénale. Donc, on décide en fait en Belgique d'élargir le principe de transaction pénale qui permet donc à des fraudeurs ou des corrupteurs de s'en tirer. Donc, on modifie cette loi et juste après ça, quelques semaines après, la France signe au Bourget, en présence de Sarkozy et du président kazakh Nazarbayev, le fameux contrat dont je ne connais plus le montant, mais qui donne de l'air à une firme française, Airbus, qui était en attente de ce contrat. Je pense que ça donne du beurre dans les épinards, comme on dit chez nous. D'accord, ben on le dit la même chose chez nous. Dis-moi, à ce moment-là, Chaudieff, Ibrahimov et Maklevich là, sont tirés d'affaire alors. Oui, tout simplement. Donc, ils payent une transaction qui est d'ailleurs très, très basse par rapport au montant de commission qu'ils avaient payé. Donc, en douce, dans un contexte donc diplomatico-politique vraiment très particulier, les Kazakhs s'en tirent par rapport à l'affaire Kazakhgate numéro un, comme on l'appelle chez nous, c'est-à-dire cette affaire qui mêlait la firme Tractebel dans une opération d'investissement au Kazakhstan. Et donc, ensuite, c'est une autre partie qui va se jouer, à savoir la France intervient donc, enfin aide pardon le Kazakh, les Kazakhs et les Kazakhs eux payent des commissions une deuxième fois cette fois payent des commissions à des Belges, mais cette fois c'est en faveur de vraisemblablement d'hommes politiques. En tous les cas, il y a des paquets de commissions qui sont payées par les trois Kazakhs en question à des bureaux d'avocats en Belgique. Et dans le livre que je viens de publier, j'ouvre une nouvelle piste. On s'est toujours demandé si, oui ou non, le vice-premier ministre de l'époque, Didier Reynders, avait touché ou non, directement ou indirectement, des commissions. Moi, avec ce livre, je dis que
si la France acceptait de relancer son enquête, elle va être relancée et on peut aboutir prochainement à un procès Kazakh-Gate, je pense, à Paris. On parlera de la situation en Belgique après. Mais donc, si la France décide de relancer cette enquête et de vérifier exactement où ont été les commissions, à qui ont été payées les commissions, pour donc changer la loi de transaction pénale, on pourrait déboucher sur un énorme scandale qui mouillerait cette fois non pas seulement un homme politique belge puissant, mais un commissaire européen. Donc ça retomberait clairement sur d'abord la crédibilité de la Belgique, qui a désigné Didier Reynders comme commissaire européen à la protection de l'état de droit et à la justice. Lui qui avait des ennuis énormes avec la justice belge est devenu notre commissaire européen à la justice. Donc ça peut déboucher sur des problèmes pour Didier Reynders, pour la Commission, et en termes de réputation pour notre pays, ça serait une catastrophe. Toi, tu as essayé de le contacter, Reinders, pour ton enquête. Oui, à plusieurs reprises, lui et son homme de main, parce qu'en fait, Didier Reynders a un personnage un peu moins connu que Claude Guéant, mais l'équivalent de Claude Guéant pour Sarkozy existe en Belgique. Il s'appelle Jean-Claude Fontenoy. Il était le président de la Société nationale de chemin de fer en Belgique. Et donc, l'homme de main, l'homme de l'ombre, Jean-Claude Fontenoy et Didier Reynders, je les ai contactés plusieurs fois. Avec Fontenoy, donc l'équivalent du Guéant belge, les réponses sont à chaque fois les mêmes, c'est-à-dire pas de commentaires, et ça dure 2 minutes au téléphone. Et dans le cas de Didier Reynders, assez choquant, il ne répond même pas aux questions. Et il l'a fait au Parlement belge aussi, parfois, ou devant la Cour des comptes, qui est censée contrôler l'orthodoxie financière et budgétaire des gouvernants. Didier Reynders a l'habitude de ne pas répondre aux questions. Non, non, mais j'ai lu ton livre, donc je vois ça. Et je voudrais que tu... pourquoi en France, enfin, il n'y a pas d'information ouverte, mais il y a une enquête préliminaire. Enfin, il y a des investigations qui sont faites à partir de ce préfet, là, non? C'est pas ça l'origine de ces Tracfin et c'est le préfet. Oui. Tu peux La, raconter un peu le versant français? la France, comme la Belgique, ont essayé de coopérer au niveau judiciaire, parfois en bien, parfois avec un manque d'intensité. On le voit dans toutes les grosses affaires politico-financières. Dès qu'il y a une frontière, ça complique quand même la coopération entre les deux justices. La France a voulu, dans ton cas, vérifier qui était au courant dans l'entourage de Nicolas Sarkozy et qui était intervenu dans l'entourage de Nicolas Sarkozy auprès des Kazakhs pour faire pression sur la Belgique. On peut le résumer comme ça. Donc, en gros, Sarkozy veut faire plaisir au président kazakh. Pour ça, il faut changer une loi en Belgique. Il faut donc que des gens interviennent sur un plan diplomatique, politique ou sur un plan plus prosaïque de corruption en Belgique pour que cette loi puisse être changée. Et donc, l'enquête française va révéler une série de noms, un ancien sénateur, un collaborateur de Sarkozy, Claude Guéant, qui s'en tire plutôt bien pour le moment, et le conseiller que tu as dit. Donc, une série et j'oublie, pardon, une avocate qui s'appelle Anne-Catherine de Goulle, qui, elle, joue un rôle phare de intermédiaire principal entre les Kazakhs et la Belgique. Donc, cette avocate qui se cache désormais dans le sud de la France, je pense à Nice, qui subit des pressions fortes, est celle qui est intervenue pour payer les commissions demandées par les Kazakhs et l'Élysée à des Belges pour sauver le trio kazakh. Donc, il y a comment. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que les juges belges ont vu d'un assez mauvais œil le fait qu'il y ait eu cette tentative réussie d'ailleurs de changement de la loi pour protéger les trois oligarques. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Est-ce qu'il y a eu une sorte de révolte d'enquêteurs ou de juges dès 2012 parce que là, il s'est passé 10 ans maintenant. Toi, tu as pu enquêter parce qu'il y a eu un peu de temps. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans les années qui vont suivre? Il y a eu un énorme émoi qui est devenu populaire parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'articles dans la presse. C'était les premiers titres des journaux télévisés sous le prétexte nous sommes désormais un pays à ce point bancal qu'une grande puissance financière voisine, la France, peut venir chez nous et claquer des doigts et faire changer une loi.
Donc, il y a eu quand même un émoi populaire. Des journalistes ont mis le paquet pour essayer de comprendre ceci. Il y a eu une commission parlementaire d'enquête pour essayer de comprendre qui en Belgique avait été mouillé, éclaboussé dans ce dossier. Il y a une enquête judiciaire qui a été engagée. Mais comme très souvent en Belgique, ces procédures ne vont pas à leur terme. Le pouvoir politique, le Parlement est considéré un peu trop souvent à la botte de l'exécutif. Ça, c'est pas neuf, je pense. C'est une situation que vous vivez aussi en France. Mais plus grave, la justice n'a pas enquêté jusqu'au bout dans cette affaire. C'est pour ça que je dis que l'espoir chez nous est que la justice française essaye de comprendre qui avait empêché ces commissions. En Belgique, ça a été interrompu il y a 2-3 ans avec la mort de l'homme politique qui porte le chapeau, à savoir un ancien ministre de la Défense qui s'appelle Armand de Decker, un ami politique de Didier Reynders, qui est mort dans des conditions un peu étranges et qui donc, et dont la mort a provoqué la fin de l'enquête en Belgique. On a considéré que c'est lui qui avait accaparé le gros paquet des commissions politiques et donc la justice s'est arrêtée un peu de manière anormale, selon moi, dans cette affaire-là. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a des demandes de commissions rogatoires qui émanent de la justice belge, qui visent le parquet financier de Paris, avec des demandes de perquisition, d'actes judiciaires qui n'ont jamais été réalisés. Elles émanent de qui, ces demandes, et dans quel cadre ça a été fait? Je ne me rappelle plus exactement le contexte, mais c'est bien de saisir l'occasion de ton émission pour dire à quel point un petit pays voisin de la France est à ce point en difficulté au niveau de sa structure étatique. Peut-être parce qu'on est un pays qui se déchire en permanence entre les Flamands et les Wallons. Peut-être parce qu'on est un pays qui se clive en deux à cause des tensions entre partis politiques qui veulent se partager le pouvoir. On est obligé en Belgique d'avoir un régime de coalition. Mais en tous les cas, en Belgique, dans cette affaire-là comme dans d'autres, notre justice est incapable de lever le voile sur un dossier de cet acabit-là. Donc, en Belgique, qui est un pays qui ne figure pas bien dans les classements de la corruption, il n'y a aucune affaire qui a mené à un procès depuis 25 ans. Ça veut dire que ou bien il n'y a pas de corruption en Belgique, ou bien en tous les cas, la justice est incapable de la poursuivre. Et cette affaire-là du Kazakh-gate est l'emblème suprême de cette incapacité de la justice à traquer la fraude financière, la fraude en col blanc, la criminalité en col blanc. Et donc, c'est en même temps une incapacité et en même temps une impunité, à tel point que ben voilà, l'expression première de cette impunité, c'est qu'un ministre comme Didier Reynders peut être tracassé au Parlement, peut être tracassé lors de son engagement, de son entretien de passage, d'examen de passage pour devenir commissaire européen. Et néanmoins, ben c'est toujours lui qui est en place. Donc, 20 ans d'affaires que j'explique dans mon article, et néanmoins, il continue sa course politique. En ce sens-là, on est encore moins calé que vous. Je repose ma question parce qu'elle est importante en termes de procédure. Est-ce que tout est clos aujourd'hui? Parce que j'avais l'impression que tu disais que on espérait encore qu'en France, mais parce qu'il y avait des demandes d'actes qui émanaient de la Belgique. Donc, s'il y a des actes, ça veut dire qu'il y a une instruction d'ouverte encore à Bruxelles ou quelque part autour de cette histoire ou à la périphérie de cette histoire. Non, l'affaire est éteinte en Belgique, il n'y a plus d'instruction en cours. Donc, la Cour de cassation a stoppé l'affaire, a considéré que donc, la mort de l'ancien Le ministre, ministre de Decker, ouais. oui, c'est ça, clôturait l'enquête. Donc, le seul espoir, c'est que la France redécouvre de nouveaux éléments, dont certains apparaissent dans mon livre, et que la justice belge soit obligée de rouvrir l'enquête. Ici, l'enquête a été stoppée, mais rien n'empêche que l'enquête puisse être rouverte dans un autre contexte, sachant qu'il y a deux éléments qui restent mystérieux, à savoir, le premier, c'est est-ce que oui ou non, Didier Reynders lui-même, et non pas uniquement ses porteurs de valises, a été impliqué dans les contacts avec l'Élysée. Et ma réponse, comme plusieurs de mes collègues, c'est oui, bien entendu, que le ministre qui est mort, qui était un peu un second couteau, n'avait pas le pouvoir pour intervenir auprès de Sarkozy. Quand Sarkozy a voulu que la Belgique change quelque chose, bien sûr qu'elle s'est adressée à l'homme politique le plus puissant qui était Didier Reynders. Donc ça, c'est
le point qui est passé un peu inaperçu, mais surtout, la Belgique accepte de fermer les yeux sur la redistribution des commissions. On considère que des paquets de commissions ont été payés. La France, qui a le lead sur ce plan-là, sait avec certitude on n'a pas su tracer l'entièreté des commissions. Dès lors, s'il y a un paquet de commissions qui sont dans la nature, à qui ont-elles bénéficié? Est-ce que c'est à Didier Reynders? Est-ce que c'est à d'autres personnes encore? Et sur cette question-là, la Belgique accepte de fermer les yeux. Elle va peut-être être obligée de les rouvrir. Toi, quels sont les éléments, tu dis, il y a des éléments dans mon livre qui peuvent éclairer les Français. Quels sont-ils, ces éléments? Sans rentrer trop dans les détails parce que cette affaire est compliquée, en gros, on peut dire que les Français se sont adressés à des sous-marins quand ils ont voulu faire changer la loi. Ils se sont adressés à 3-4 bureaux d'avocats, dont l'un ou l'autre avait son sens. Donc les Français se sont adressés à un spécialiste du droit pénal. C'était un peu logique dès lors qu'on changeait la loi sur la transaction pénale. Par contre, il y a un bureau d'avocats qui est resté très discret. Le nom de l'avocat, c'est Tossens, Tossens père et fils, André Tossens et Jean-François Tossens, qui a été un peu cité dans l'affaire, dont on sait qu'il a touché une partie des commissions. Ce bureau d'avocats, on s'est toujours demandé ce qu'il venait faire dans la structure, alors qu'il y avait Armand Dedecker, le ministre, qui s'était remis à son boulot d'avocat, qui touchait une partie des commissions. Excuse-moi, quand tu dis toucher des commissions, c'est pas forcément illégal. Ils ont travaillé, ils ont servi d'intermédiaire, ils touchent des commissions. Ou c'est forcément illégal? Parce que c'est pas forcément illégal, sauf que quand on est dans le cas d'Armand Dedecker, qui était ministre, il a réenfilé la toge uniquement pour cette affaire-là, et on a pu prouver que les montants de rémunération qu'il avait touchés étaient complètement anormaux par rapport au boulot qu'il avait été chargé, qu'il avait fait. Donc il y a une discordance totale entre les montants énormes de commissions touchés par lui et par d'autres avocats et leur rôle réel dans la réflexion de la loi sur la transaction pénale. Donc il y a carrément une anomalie là. Effectivement, il pourrait dire qu'ils ont été payés rubis sur l'ongle pour changer la loi, mais et donc, je disais, plusieurs avocats, plusieurs sous-marins du bureau d'avocats ont touché des commissions. Et il y en a un qui est resté relativement discret, le bureau de Tossens. Et dans mon livre, j'indique qu'il y a des contacts récurrents qui remontent à avant ça, qui remontent par exemple à la construction du bâtiment phare de la Commission européenne à Bruxelles, à savoir le Père-Lémon, qui accueille les fonctionnaires européens. Et que lors de la réfection de ce bâtiment, qui était pourri par l'amiante, déjà, des contacts politiques serrés et des trajets d'enveloppes. Donc, des émissaires allaient chercher des enveloppes chez le cabinet, chez l'avocat Tossens, en direction du bras droit de Didier Reynders. Donc, je peux établir qu'il y a, avant l'affaire du Kazakhstan, du Kazakh-Gate, déjà des connexions fortes entre un des avocats impliqués et les milieux politiques belges. Et ton livre n'a pas été attaqué, il n'y a pas de plainte, il est sorti il y a combien de temps? Il est sorti il y a 2 mois environ. J'ai eu des critiques de presse tout à fait louangeuses, ce qui m'a étonné. En général, quand on sort un bouquin, on est toujours bien contesté par l'un ou l'autre camp. Donc, j'ai eu que des critiques positives. Mais par contre, les 2 chaînes de télé principales en Belgique n'ont pas donné beaucoup de relais. Et ni Didier Reynders, ni son homme de l'ombre n'ont fait la moindre remarque. Et les journalistes n'ont pu poser de questions à la direction du Parti libéral, encore au pouvoir chez nous, parce que ce parti a préféré ne pas commenter. Dis-moi, où sont aujourd'hui Chaudieff et Maklevitch, là, les deux oligarques qui vivent toujours à Bruxelles, tranquilles, ou ils sont partis? Ils ont fait du business dans les pays du Golfe, en partie. Ils font d'autres affaires. Et d'après mes informations, ils jettent un œil un peu anxieux sur l'affaire, sur la poursuite de la procédure judiciaire en France. En Belgique, ils ont compris qu'ils étaient dans une impunité totale qui est maintenant qui devient historique. Mais à force d'entendre que la juge d'instruction Burési, qui travaille sur ce dossier maintenant depuis environ 6-7 ans de mémoire, En France? en France, pardon, oui, que la juge Burési risquait de les emmerder. Chaudiev a été inculpé dans cette affaire, c'est passé relativement inaperçu. Il a été mis en examen, chez nous on dit inculpé, par la juge Burési il y a environ 2 ans pour corruption. Dans le cadre des ventes d'armes au Kazakhstan par le gouvernement Sarkozy? Dans quel cadre? Non, dans le cadre de commissions payées en Belgique
pour changer la loi de transaction pénale. Ah oui, donc c'est ce que je te demandais tout à l'heure. Donc les commissions rogatoires, les demandes de commissions rogatoires en Belgique ont eu des effets en France. Ce n'est pas nécessairement en Belgique. Un exemple, il a pu être établi, et ça j'imagine avec la coopération de la justice suisse, il a pu être établi à un moment que se trouvait dans un même hôtel à Zurich, Patok Chodiev, l'avocate Anne-Catherine de Gaulle, qui donc servait d'intermédiaire, et un type qui a baroudé en Afrique et qui servait de distributeur, de chauffeur en fait. Donc Chodiev a rencontré de Gaulle dans un hôtel à Zurich. Chodiev lui aurait donné un paquet d'argent. De Gaulle a donné l'argent à un convoyeur de fonds. Et le convoyeur de fonds a amené l'argent notamment dans des bureaux d'avocats à Bruxelles, mais aussi à Paris. C'est cette question-là qui intrigue la justice française. Cet argent qui a été distribué en partie à Zurich, il y a d'autres endroits où les commissions ont été payées, parfois sur le sol français. Est-ce que cet argent s'est perdu en France ou en Belgique? Ça, c'est la question qui nous intéresse, nous. Et, et la France s'intéresse à ça à cause de Tracfin ou pour d'autres raisons? Parce qu'il y a eu une dénonciation de Tracfin en 2012, je crois, sur un transfert d'argent. C'est ce fil-là qui a été tiré par les policiers français qui ont provoqué l'ouverture d'informations. D'après mes informations, la France est un peu plus méticuleuse que la Belgique. Et donc, elle sait que des commissions ont été payées par des intermédiaires travaillant pour l'Élysée et pour le compte des Kazakhs. Donc, la justice française sait que des commissions ont été payées. En Belgique, ce n'est pas trop important, semble-t-il, de savoir quel montant exactement où. Et la France, à l'inverse, veut savoir exactement où sont parties ces commissions et sera un peu plus méthodique que chez nous. Par contre, il est possible que dès lors qu'il y a suffisamment d'éléments pour emmerder, pour poursuivre ou amener devant un tribunal Sarkozy, Nicolas Sarkozy ou ces hommes de l'ombre, femmes de l'ombre, il est possible que la justice française se dise, bon, ben, cette petite partie, ce petit bout d'enquête, ce petit bout d'affaires en Belgique, pardon, ne nous intéresse pas. Ça, c'est ce qu'on craint un peu chez nous, parmi les journalistes. C'est que, en général, pour les Parisiens, Bruxelles, c'est loin. Et donc, il est possible que cette enquête s'arrête parce que trop lointain et que la coopération entre les deux justices s'est interrompue depuis 2 ans, Mais depuis le décès mais- parce qu'en France, le Kazakh est passé complètement sous les radars, quoi. Médiatiquement, il y a rien eu, quoi, ou pratiquement. Enfin, c'est pas la vision qu'on a chez nous en Belgique. On a l'impression que ça a fait beaucoup de grains à moudre en France, que ça a été fort évoqué. Mais il faut reconnaître que vous, au même moment, vous étiez, enfin, la Sarkozy euh, avait plein d'autres affaires à traiter, notamment l'affaire ce que je veux l'appel. dire, ouais, les autres affaires ont complètement couvert celle-là, et celle-là, on en a très peu parlé, quoi. OK. Ben, il est temps que ça se réveille parce que il est temps que des médias comme le tien essayent d'éclaircir cette partie-là. On Parce que va, on va, quand même, pour vendre du matériel militaire de France vers le Kazakhstan, changer une loi en Belgique, je veux dire, c'est plus une hypothèse, c'est une thèse. Là, il suffit d'aller jusqu'au bout de la démonstration et voir comment ça a été possible, qui est intervenu. Or, il y a des paquets de mails qui ont été trouvés, il y a des montants, des versements financiers qui ont été trouvés aussi. On sait le rôle de plus ou moins de tous les acteurs. Il suffit lors d'un beau procès, mettre tous ces éléments ensemble. Et je pense que la France ouvrira encore un autre regard sur ce petit bout d'histoire mi-exotique, mi-financier. écoute, j'ai demandé à Frédéric Lord, donc, qui va publier ces papiers, de se renseigner là-dessus pour savoir où on en était. Et je voudrais encore te poser une question sur l'affaire Charlie Parker. Alors, je me suis dit, quand j'ai vu Charlie Parker, je me suis dit, ces types, ils adorent le jazz, comme ça tombe bien. Et en fait, c'est pas du tout ça. C'est un nom de code, Charlie Parker. C'est le nom de code donné par la justice belge pour cacher la présence de Chodiev. Euh, on s'est méfié chez nous de parler trop vite de Chodiev parce que dès lors qu'il habite tout près d'un ancien ministre, il a le bras long, comme on dit chez nous. Donc, pendant longtemps, les journalistes les enquêteurs se sont méfiés de révéler le nom de Chodiev. Bon, ben, à un moment, c'était trop tard et donc
Charlie Parker est devenu plus clairement Patrick Chaudière. Oui, le nom de code de Chaudief. Ouais. Ouais, C'est l'inversion de ces. l'inversion des deux initiales de prénom et nom. Plus généralement, quand je t'écoute et quand je vois la difficulté que vous avez d'enquêter pour être pris, et quand on lit, d'ailleurs, rien que le titre de ton bouquin, Le Clan, il y a une connotation absolument mafieuse. Est-ce que tu dirais que toi qui quand même a travaillé, tu nous as dit ton âge, donc tu as une grande expérience un peu de la presse, de ce type d'affaires, comment va la Belgique aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des signes d'espoir? Ou est-ce que la dérive mafieuse est telle que plus personne n'y croit vraiment? Non, il n'y a pas de motif d'espoir. Et dans les gens de ma génération, ou encore plus âgés, qui ont été magistrats, policiers ou journalistes, il y a une forme de désarroi et presque de renoncement pour ceux qui sont acteurs. Dans notre cas, les journalistes, ben, on joue notre rôle jusqu'au bout. Mais il y a un renoncement parce que notre justice, donc je l'ai dit, est faible. Et au même moment, on ne s'est pas rendu compte à quel point la collusion entre le monde des affaires et la politique était en Belgique l'équivalent de ce qu'elle est en France. On a toujours considéré que ces liens fumeux entre des patrons, des grands patrons français et des médias ou des hommes politiques ou des partis politiques en France, ben, c'était très loin de chez nous, c'était à Paris, et que nous, on était préservés de ça. Et je pense, avec mon livre, ce qui choque un peu l'opinion, c'est qu'on se rend compte que chez nous aussi, l'affairisme est rampant, qu'il est partout, que la logique de compétition entre les firmes que défend, par exemple, quelqu'un comme Didier Reynders, qui est un peu le chantre de la libéralisation et des transactions libres, eh bien, on se rend compte que la compétition entre les firmes n'existe pas, mais que ce sont toujours les favoris du pouvoir qui remportent les grands marchés. Et donc, on est dans une espèce de fausse démocratie. Et ce qui fait rire au mieux chez nous, c'est plutôt du désarroi et donc du cynisme. Ce qui fait rire, c'est que parfois, nos hommes politiques font la leçon dans l'ancienne colonie qu'est le Congo en disant ben, on vous aidera à créer un système démocratique complet, alors que la corruption en Belgique, à Bruxelles, est dans un état grave parce on refuse simplement de la voir. Et bien entendu, pour les opérateurs financiers, pour les grands cartels, les organisations criminelles, ils ou elles ont vu ça, qu'à Bruxelles, une des capitales de l'Europe, il était possible de développer du business, traite des êtres humains, blanchiment, corruption, sans être repéré. Et donc, je pense qu'il y a à ce stade pas vraiment de motif d'espoir. Au contraire, la crainte que Bruxelles devienne davantage que jamais une des plaques tournantes de la criminalité financière en Europe. Alors, on a un tout petit peu parlé de lui, ça sera ma dernière question, mais je trouve que c'est un personnage, malheureusement il est décédé, mais qui est vraiment intéressant, c'est Albert Frère. Et Albert Frère, c'est le lien, c'est donc l'homme le plus riche de Belgique, qui a fait fortune, enfin, qui à chaque fois, qui était patron de Suez, qui avait une grande compagnie de magasins, enfin au début, Enfin, j'ai écrit en partie un livre sur lui qui s'appelle Les Prédateurs, donc c'est une histoire que je connais bien. Et il était un peu le parrain de Nicolas Sarkozy. Et en lisant ton livre, Le Clan, j'ai découvert qu'il était aussi celui de Didier Reynders. Il se fait offrir des caisses de ce bon vin de Bordeaux, là, un grand cru du Cheval Blanc, je crois. Enfin, il est omniprésent et c'est peut-être lui qui fait le lien entre les deux hommes. Et quand il décède, il est décédé il y a quoi? Il y a 2 ans ou un an et demi, 2 ans? Un an, oui. Un an. Donc, il n'y a plus de parrain. Et donc, d'une part, la relation entre les deux hommes, entre Reinders et Sarkozy, s'explique sans doute par, on va dire, elle est un peu sous l'égide d'Albert Frère. Et quand Albert Frère disparaît, il y a des liens très forts aussi entre ces deux hommes. Mais qui remplace Albert Frère en Belgique et et où en sont aujourd'hui Reinders et Sarkozy? Réponse très directe par rapport à qui le remplace, ben, c'est son fils. Donc en Belgique, on adore les dynasties et donc Albert Frère est remplacé par son fils Gérald Frère et son gendre Yann Collien qui a repris le business d'Albert Frère. Ça, c'est pour la réponse factuelle. Et tu as tout à fait raison d'insister sur l'importance d'Albert Frère qu'on a considéré pendant 20 ans comme l'homme le plus puissant de Belgique et qui avait deux amis politiques
dans les deux pays dans lesquels il a fait le plus d'affaires. En France, c'était Sarkozy et en Belgique, c'était Didier Reynders. Donc là, on a un trio. Donc le clan Reynders, qui est le titre de mon livre, je désigne plutôt a priori ces hommes de main, ces hommes de l'ombre, mais on peut y voir derrière la présence, bien entendu, d'Albert Frère, qui est l'homme qui, pour obtenir d'être toujours dans les favoris du pouvoir, c'est la conception le concept que je disais tout à l'heure, eh bien, n'hésitez pas, quand il le fallait, à faire parvenir des bouteilles, des caisses de vin. Et aussi, dans l'entourage de Didier Reynders, il y a un spécialiste, donc le Jean-Claude Fautina dont je parlais tout à l'heure, l'équivalent donc de Claude Guéant pour Sarkozy, qui lui a réussi, et c'est presque truculent, c'est presque drôle, à se glisser toujours au bon endroit. Dès qu'il y avait une affaire intéressante financière, Jean-Claude Fautina envoyait son chauffeur, que j'ai pu tracer de près dans mon livre, dont j'ai pu faire tracer tous les déplacements, envoyer son chauffeur, chercher une enveloppe dans laquelle se trouvait souvent de l'argent. Et donc, c'est une technique à l'ancienne, mais qui a perduré en Belgique pendant 20 ans, à savoir les enveloppes. C'est même pas besoin de passer par des transactions financières que n'aimait pas ce Jean-Claude Soutinois. C'était de l'argent cash dans des enveloppes et des achats de maisons. Donc, le petit homme gris qui est dans l'entourage de Didier Reynders, il s'en est toujours tiré sans poursuite judiciaire. Là, maintenant, il a quelques ennuis, a pu établir en toute discrétion en Belgique le plus gros patrimoine immobilier de l'histoire. Donc, ce type, Ah oui. un petit homme gris, un fonctionnaire, au début un cheminot qui travaillait dans les chemins de fer et qui, en prenant le bon sillage, donc en se mettant dans le sillage de l'homme d'affaires, pardon, de l'homme politique, le plus puissant de cette génération, Didier Reynders, qui lui-même s'est glissé dans le sillage d'Albert Frère, eh bien, le dernier larron, lui, il s'est constitué un patrimoine immobilier incroyable avec 2 fermes classées, une vingtaine de maisons, 30 appartements et des terres agricoles par rapport auxquelles la justice belge ne s'est jamais demandé d'où elles provenaient. Écoute, je vais Une fable en soi. Ceci, c'est une fable en soi, en fait. Donc, l'homme de l'ombre qui est à ce point puissant que il est peut se devenu plus permettre riche que Didier Reynders, alors? Oui, oui. Remarque, il a commencé tout petit, donc il y a peut-être une. Non, je vais dire n'importe quoi, mais c'est vrai que c'est très étonnant. Mais Un en France, rebond. on a aussi ce genre de parcours, quoi. En Belgique, on a l'impression que plus c'est gros, moins c'est attaquable. Donc, c'était tellement notoire, en fait, de ce patrimoine immobilier et ces transactions, ces envois de chauffeurs, c'était notoire, en fait. Beaucoup le connaissaient, beaucoup le savaient dans les milieux politiques. Rien n'avait jamais vraiment été écrit sur la question et donc on ne préférait pas le voir, le système des œillères. Mais c'est toujours le même problème comme il y a 20 ans, c'est-à-dire que les justices, surtout d'ailleurs en Belgique, la France, la justice est aussi inféodée, mais il y a des magistrats qui essaient de faire valoir leur indépendance, même s'ils sont très attaqués, mais on se dit que seule une justice européenne indépendante pourrait raisonnablement, vu l'ampleur des problèmes, surtout en Belgique, s'attaquer à ces questions, quoi. Donc l'impunité dont bénéficient à la fois ces oligarques ou ces petits hommes gris, comme tu les décris, elle n'est pas forcément éternelle. Non, sauf que Didier Reynders, donc le commissaire à la protection de l'état de droit, il a été très très malin. Donc c'est non seulement l'homme le plus puissant de sa génération, mais aussi supra intelligent. Donc on disait que dans tous les débats, il avait une hauteur de vue supérieure à n'importe qui d'autre. Donc il battait tout le monde dans les débats. Et surtout, il a réussi à contrôler l'appareil d'État de l'intérieur sans faire de vagues pendant tout un temps. Et par exemple, il a placé ces hommes dans toutes les entreprises publiques importantes, dans des postes de direction. Il a fait nommer des magistrats dans les endroits stratégiques. Et par exemple, en pleine affaire du Kazakh Gate, ce qui est quand même énorme, il a réussi à téléporter un membre de son cabinet qui n'était pas fait pour ça au poste de numéro 3 des services de renseignement. Donc là, on a les services de renseignement qui ne fonctionnent pas trop bien, qui se sont fait remarquer au moment des attentats de Bruxelles et de Paris. Et en pleine affaire du Kazakh-Gate, qui était là antérieure aux attentats, je dois le reconnaître. Non, pardon, c'est juste après. C'est en 2016, Didier Reynders a réussi à envoyer un membre de son cabinet comme numéro 3 des services de renseignement.
services de renseignement qui étaient en train de se demander, tiens, ça commence à faire beaucoup d'affaires de corruption, Kazakh le fonds libyen, des affaires au niveau des gares. Et pour bloquer tout le système, Didier Reynders a réussi à parachuter un homme à lui pour empêcher en fait les services de renseignement de fonctionner. Écoute, ça, quand on a à ce point-là une emprise sur l'État, qu'elle est durable, que depuis 20 ans ces hommes sont en place, il faudra plus que de bonnes intentions européennes pour contrebalancer ça. Ce qu'on se dit là peut paraître peut-être nébuleux et compliqué pour des gens qui nous écoutent, mais en même temps, on sent bien qu'on est au cœur on va dire, de la machine corruptive qui appauvrit les nations et qui font souffrir à la fois des magistrats, des journalistes. Et heureusement qu'il y a des types comme toi qui écrivent des livres comme le Clan, et donc les gens pourront pour mieux comprendre ce qu'on est en train de se dire, se plonger dans ton bouquin ou lire les articles de Frédéric Lord qu'on publie sur le site. Je voudrais finir simplement par te poser une question, et c'est toi qui la poses, quoi. Tu dis que cette enquête a duré plus de 5 ans au corps d'un microcosme où règne la loi du plus fort, voire celle du plus fourbe. Tu nous proposes une immersion totale dans les arcanes du pouvoir, où les lobbyistes dominent les parlementaires, où manipulation et intimidation sont des pratiques courantes. Et tu poses la question, jusqu'à quand? Jusqu'à quand ce système peut tenir? Et moi, je te la pose, jusqu'à quand? Est-ce que ça peut tenir? Ou est-ce que tu sens qu'il y a, au niveau politique, au niveau de la jeunesse en Belgique, au niveau des journalistes aussi, est-ce qu'il y a un mouvement qui peut se dessiner, une sorte de contre-pouvoir qui pourrait dire stop ou pas? J'ai pas envie de terminer comme dans l'angélisme ou dans l'espoir fake. Je ne vois pas de source d'espoir, je ne vois pas de changement à court terme parce que la politisation du système politique est forte, que la justice est malade de manière endémique, qu'aucune des institutions importantes, comme le Parlement par exemple, ne font contrepoids, que la particratie est totale. Et donc le seul espoir, ça pourrait peut-être être du côté de la presse. Et même sur ces questions-là, il faut déjà en avoir de l'indépendance et du courage, je pense, pour oser travailler sur ces questions. Je constate par exemple que mon livre, je ne l'aurais jamais écrit à 45 ans. Je ne l'aurais jamais écrit à un moment où j'aurais eu encore 20 ans de carrière devant moi, parce que je sais qu'il me fermera des portes. À 55 ans, c'est un peu plus facile quand on est indépendant et qu'on a su mettre ses œufs dans différents paniers. Donc, je donne cours et si un jour l'investigation s'arrête parce que on décide de me faire stopper, ben, j'aurai d'autres possibilités. Donc, à 45 ans, je n'aurais pas pris ce risque-là. Mais surtout, ce qui me désole et m'inquiète, c'est que même quand on sort un livre pareil, on a certes une bonne critique de presse dans les autres médias, mais que les chaînes de télévision de référence n'en font pas une affaire réelle. Ce qui veut dire que les lanceurs d'alerte, et il y en a quelques-uns chez nous, où les journalistes d'investigation se retrouvent souvent seuls. Écoute, Donc désolé, je n'ai pas que te dire? de message positif pour terminer, sauf peut-être que la nouvelle génération d'étudiants ou d'étudiantes ont l'air plus politisés en Belgique qu'ils n'ont jamais été, et ça c'est peut-être l'espoir, par les plus jeunes. Merci beaucoup, Philippe Engels. Tu vois des choses à ajouter ou on peut se dire au revoir là? Non, on peut se dire au revoir et rendez-vous sans doute à l'automne quand j'espère la France va nous permettre de savoir la vérité sur le Kazakhgate et on sera là, quelques journalistes comme Frédéric Laure, moi-même et d'autres pour être à l'affût et terminer le boulot. Parce que le boulot est Mais parce qu'il y a une échéance judiciaire pour l'automne, tu penses qu'il y aura un procès, quelque chose comme ça? On parle d'un rebond de l'enquête en France avec peut-être de nouvelles auditions ou mises en cause de Sarkozy après d'autres procès. Donc, on chuchote un peu chez nous que ça pourrait rebondir en France au printemps. Pardon, à l'automne, excuse-moi. Écoute, avec Sarkozy, tout est possible, donc on va suivre ça de près, nous aussi, quoi. Et on verra comment. En espérant qu'autour de son nom, il n'y ait pas une forme de lassitude qui l'emporte. Non, mais bon, écoute, on s'est presque habitué à ça aussi en France, quoi. Donc, et là, je crois que tu es en plein boulot aussi, donc je te remercie de nous avoir consacré
une bonne heure. Là, je sais pas, ça fait peut-être un peu plus d'une heure qu'on parle. Euh, on va suivre ça, quoi. Et j'espère que les gens vont découvrir cette histoire en te lisant ou en suivant l'entretien qu'on vient d'avoir. Merci beaucoup, Philippe. Et, Merci à euh, toi, Denis. et Merci à euh, toi, Denis, et bonne chance pour la suite. On- En Belgique, il y a quelques projets novateurs qui se lancent dans les médias, mais euh, pas avec autant de force qu'en France. Et donc, j'espère que votre initiative et avant ça, donc, un média comme Mediapart pourront générer d'autres possibilités. Ce à quoi je crois, ça, c'est peut-être le seul espoir que je vois, c'est quand même quand des médias de différents pays se mettent ensemble à travailler sur des affaires qui sont forcément transfrontalières. Dès qu'on parle de finances, on parle de frontières dépassées. Donc là, je pense que là, il y a un réel espoir quand des médias arrivent à coopérer et à mettre en place des équipes d'investigation ou des moyens de recoupement qui sont diversifiés. Donc là réside sans doute l'espoir, c'est dans la coopération entre les médias. espérons-le. D'ailleurs, nous, Frédéric Laure, qui est belge, travaille pour nous. David Leloup va faire, j'espère, des papiers. Puis peut-être toi un jour, quoi. Bon, ben, je te dis au revoir et je te dis à bientôt.